C'est dans un parfum d'apocalypse qu'Eren sonne le glas de l'humanité. Le protagoniste revêt sa forme de monstre gigantesque et devient un véritable cauchemar émergeant de la mer pour détruire le monde. Une scène terrifiante qui s'inscrit pleinement dans la tradition du kaiju Eiga, si chère à la culture japonaise et dans laquelle Isayama a baigné. Le dernier épisode de la saison finale partie 2 de Shingeki no Kyojin est l'occasion pour nous de revenir sur cette source d'inspiration qui abreuve le manga depuis ses premiers chapitres. Hajime Isayama est loin d'être un auteur original. Bien au contraire, son génie créatif réside dans sa capacité à synthétiser différents pans de la pop culture afin d'en obtenir une relecture tout aussi personnelle qu'inédite. Si certains ont voulu voir dans l'Attaque des Titans une référence au film de zombies, c'est pourtant un genre avec lequel l'auteur n'est pas familier. Cependant, il y a un domaine du cinéma avec lequel il est particulièrement familier. Un domaine qui aura nourri aussi bien son enfance que tout l'imaginaire japonais, le tokusatsu. Le tokusatsu n'est pas un genre cinématographique, mais plutôt une manière de faire du cinéma, avec une démarche artistique particulière. Celle-ci repose sur l'utilisation massive d'effets spéciaux, la plupart du temps artisanaux, qui ne cherchent pas à reproduire l'illusion du réel. Toute l'esthétique du tokusatsu repose sur cette idée, ce qui peut donner une impression de kitsch ou de film fauché. Surtout quand on n'en a pas l'habitude ou lorsque l'on est nourri aux effets numériques des blockbusters américains. Pourtant, le tokusatsu est un art populaire à part entière qui a su s'installer durablement dans la culture japonaise, et ce, dès les années 50. À l'intérieur du tokusatsu, on peut distinguer 3 genres qui vont ici nous intéresser. D'abord, le Henshin Hero, où le personnage a le pouvoir de se transformer pour gagner en puissance et acquérir des pouvoirs extraordinaires. Le plus populaire reste l'indétrônable Kamen Rider, avec son héros revêtant une armure entomoïde pour combattre une organisation maléfique. Chez nous, le Henshin Hero est surtout connu à travers Power Rangers, une version américanisée de Super Sentai, où l'on a gardé les scènes de combat, mais où on a collé des scènes de vie quotidienne avec des acteurs américains. Isayama, en interview, aime à citer Kamen Rider, car la série répond à cette angoisse autour de la faiblesse du corps. En fait, je ne m'y connais pas vraiment en tokusatsu. Je suis juste un peu attiré par l'idée. Je faisais un blocage sur mon corps en étant plus jeune, alors je dessinais toujours des mangas où le héros se transformait, avant même que je ne sois publié. Hajime Isayama a beau dire qu'il ne s'y connaît pas en tokusatsu, il en reste néanmoins un grand consommateur. Par exemple, Mikasa a été créé avec l'idée de donner le rôle de Sentai Red à une femme, là où ce rôle associé à la force et à la bravoure est très souvent attribué à un personnage masculin. Les personnages de Sentai se transforment pour faire face à des ennemis et compenser des faiblesses, ce qui rappelle fortement les titans primordiaux. Cependant, il serait plus juste de les rapprocher d'un autre genre tokusatsu, le Kyodai Hero. Kyodai Hero peut se traduire par héros colossal ou gigantesque. Son représentant historique est Ultraman, une série particulièrement culte au Japon. Sortie en 1966 en Technicolor, la série met en scène Hayata, un membre de la brigade scientifique ayant acquis le pouvoir de se transformer en extraterrestre de 40 mètres de haut, afin de défendre la Terre contre les attaques de monstres venus de l'espace. Encore une fois, le lien avec Shingeki no Kyojin, où l'on retrouve des personnages se transformant en colosses pour se battre, est très clair. Les combats dessinés par Isayama ont aussi quelque chose de très toku, puisqu'il s'agit d'un mélange improbable et parfois grotesque de catch et d'arts martiaux, pratiqués par des êtres bien trop grands pour le bien-être du décor. Le duel entre Annie et Eren à Stohess, particulièrement dans sa version animée, semble pleinement assumer ses origines. Ces références au Henshin Hero et au Kyodai Hero nous renvoient directement à une thématique qui traverse toute l'œuvre d'Isayama, la figure du héros. En effet, il faut bien comprendre que ces références sont la base même de ce que l'on pourrait appeler le super-héros japonais. Alors qu'aux États-Unis cette figure se construit à travers les comic books, au Japon, elle semble passer principalement par le cinéma et la série télévisée. Shingeki no Kyojin constitue donc une synthèse passionnante entre ces versions japonaises et américaines, et propose une déconstruction assez pessimiste du super-héroïsme. Cependant, nous reviendrons un autre jour sur cette question. Aujourd'hui, c'est un autre genre qui va nous intéresser, le Kaiju Eiga. Le Kaiju Eiga est à la fois la matrice du tokusatsu et un pilier de l'imaginaire japonais. C'est un genre qui met en scène des créatures gigantesques et monstrueuses, semant la destruction sur leur passage. Son premier et plus illustre représentant n'est autre que Godzilla, d'Ichiro Honda. Sorti en 1954, Godzilla est un choc pour les spectateurs japonais. Loin des gaudrioles que deviendront plus tard les films de la licence ou leurs remakes américains, particulièrement celle de Roland Emmerich avec notre genre Reno national qui cabotine. Le premier film est apocalyptique et terrifiant. Véritable œuvre cathartique, Godzilla brise un tabou, celui des ravages de la bombe atomique et de la guerre en général.
Créature marine ayant muté suite à l'exposition à des déchets nucléaires, le monstre de Honda est l'incarnation même de la terreur du nucléaire. Le réalisateur va même plus loin en reproduisant, le temps d'une scène, le grand incendie de Tokyo suite au bombardement américain. Mais le film refuse tout discours misérabiliste. Profondément pacifique, il se fait un plaisir d'humilier l'armée japonaise impuissante face aux monstres et de souligner la dimension autodestructrice de l'homme. Le professeur Serizawa, dans le film, a conçu une bombe redoutable, seul espoir contre Godzilla. Il refuse au début de l'utiliser, ne connaissant que trop bien la nature belliqueuse des hommes. Il finit par céder, mais décide de se faire sauter avec sa bombe, emportant son secret avec lui. Godzilla n'est pas simplement un monstre, mais un traumatisme vivant. Un condensé de blessures et des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Par extension, il est le symptôme d'un monde malade et meurtri par la folie des hommes. Or, c'est exactement cela que donne à voir le débarquement du grand terrassement sur le continent. Eren est lui aussi le symptôme d'un monde malade, gros d'un cycle de violence ininterrompu. Il est, comme Godzilla, un messager d'apocalypse qui vient achever le monde qui l'a créé. Ce n'est pas un hasard si le récit reprend plusieurs motifs appartenant directement à la tradition de la licence Godzilla. Tout d'abord, Godzilla arrive toujours par la mer, ce qui est le cas du titan originel d'Eren qui reproduit le même schéma. Ensuite, il faut savoir que Godzilla est insensible aux armes conventionnelles et met rapidement l'armée en déroute. Ce qui est encore là le cas dans l'œuvre d'Isayama, puisque l'Alliance internationale, malgré sa force de frappe, est totalement impuissante face à Eren et ses colossaux qui les détruisent comme si de rien n'était. Si le titan originel ne possède ni souffle atomique, ni le cri si distinctif de Godzilla, il en devient clairement l'un de ses lointains cousins, de par son arrivée et dans ce qu'il incarne. On retrouve au passage l'angoisse propre au kaiju Eiga, qui consiste à souligner l'impuissance des hommes face à une force quasi divine et inarrêtable. En effet, dans le film d'Ichiro Honda, Godzilla est décrit au début comme un animal sacré, un émissaire divin des dieux que l'on vénère et venu punir les hommes de leur arrogance. Il est aussi le messager qui annonce la rupture de l'ordre naturel, auquel se substitue l'ordre atomique des hommes. Si le monstre est nommé Gojira dans sa version originale, son nom à l'international, Godzilla, possède le préfixe God, à savoir Dieu. Or, Eren, en possédant le pouvoir du titan originel, est lui-même devenu un dieu annonçant la destruction à un monde dont le cycle naturel a été brisé. Car c'est bien cela qu'est le pouvoir des titans, acquis par Ymir il y a 2000 ans. Une rupture dans le cycle naturel de la vie, engendrant des êtres presque immortels mais incapables de se reproduire. Synthèse de la volonté de vivre d'une petite fille terrifiée et d'un organisme antédiluvien. Le titan est une impasse de l'évolution amenant la destruction et la mort. Ainsi, il nous est facile de faire le lien entre Shingeki no Kyojin et les origines du kaiju Eiga. Au-delà de cet épisode, le caractère monstrueux du kaiju Eiga est déjà présent dès le début du manga. Les titans sont des monstres géants apportant la mort et la destruction dès qu'ils apparaissent. Il n'y a donc aucune surprise à ce qu'Isayama se soit inspiré d'une autre licence, moins connue chez nous, et pourtant rivale direct de Godzilla, Gamera. En fait, l'inspiration pour mes géants mangeurs d'hommes me vient de Gyaos dans Gamera, gardien de l'univers. La façon dont ils l'ont représenté en train de manger des humains était géniale. Gamera, la tortue géante, est le concurrent direct de Godzilla. Dans ses débuts, c'est un monstre préhistorique réveillé par des essais nucléaires, ce qui est très proche du Godzilla des origines. La licence développée durant l'ère Showa reste plutôt destinée à un jeune public et met en scène Gamera contre d'autres monstres. Contrairement au roi des monstres, la licence, malgré sa popularité au Japon, a du mal à passer les frontières de l'archipel et reste dans l'ombre de son cousin prestigieux. Mais c'est sans compter sur le reboot de la licence dans les années 90, supervisé par le réalisateur Shusuke Kaneko, qui va proposer une trilogie considérée comme l'un des bijoux du kaiju Eiga. L'avantage de Gamera est que la licence étant moins codifiée et ancrée dans l'imaginaire populaire, Kaneko a une grande marge de manœuvre pour son reboot. Il s'adjoint les services de Kazunori Ito, avec lequel il construit un script plus mature, abandonnant le côté enfantin. Gamera n'est plus une créature préhistorique, mais un gardien immortel créé par les Atlantes pour défendre l'humanité. Dans le premier film, Gamera, gardien de l'univers, il affronte Gyaos, un kaiju volant évoquant le ptérodactyle. Au-delà de ses performances visuelles qui offrent des affrontements dantesques à couper le souffle, le film possède quelques fulgurances horrifiques, comme Gyaos dévorant ses victimes sans pitié. Il n'empêche cependant que la référence à cet opus peut étonner, car la plupart des scènes d'anthropophagie se passent hors champ. On aurait plus tendance à penser à un opus plus tardif. Gamera le Brave
où l'horrible monstre dévore des villageois sans défense. Néanmoins, on retrouve dans Shingeki no Kyojin l'influence de la trilogie de Kaneko, qui propose des affrontements entre kaiju aussi spectaculaires qu'épiques. Le troisième volet, La revanche d'Iris, s'intéresse directement aux conséquences du premier film. De manière plutôt inédite dans le kaiju Eiga, on s'intéresse aux victimes collatérales des combats entre les monstres. Le métrage débute avec une prise du combat entre Gamera et Gyaos dans le premier film, mais cette fois-ci, vue du point de vue de la jeune Ayana, dont les parents décèdent dans l'affrontement. Orpheline et en état de choc, elle est envoyée chez son oncle et sa tante dans une petite ville de province. Elle y découvre un mystérieux sanctuaire où est enfermé un monstre antédiluvien pouvant provoquer la fin du monde. Accusant Gamera de la mort de sa famille, elle libère la créature, amenant ainsi une menace sans précédent sur l'humanité. Le monstre qu'elle baptise Iris gagne en force et répand la destruction sur son passage. Il y a quelque chose de très Eren Yeager dans le personnage d'Ayana. La mort de ses parents et sa haine pour Gamera l'entraînent dans une voie où qu'importe le monde tant que sa vengeance contre Gamera peut être satisfaite, quitte à provoquer l'apocalypse. Difficile de ne pas évoquer pour finir ce qui constitue le meilleur kaiju Eiga de ces derniers, Shin Godzilla, réalisé par Hideaki Anno et son fidèle compagnon Shinji Higuchi. Higuchi est un spécialiste des effets spéciaux et un vétéran du tokusatsu. Il n'est autre que le réalisateur de l'adaptation cinématographique de Shingeki no Kyojin, qui est, de notoriété publique, un échec artistique cuisant. Mais cela relève plus de la faute d'un scénario en roue libre et d'un budget très loin des productions américaines que des talents de réalisateur d'Higuchi. Ce dernier était d'ailleurs directeur des effets spéciaux sur la trilogie Gamera qui a inspiré Isayama, a réalisé l'adaptation live et revient sur la licence en storyboardant l'assaut de Rod Reiss en saison 3 de l'adaptation animée. Pour en revenir à Shin Godzilla, le film revient au fondement même de la licence. Godzilla est l'incarnation d'un traumatisme, une catastrophe ambulante qui émane d'un monde malade. Reboot assumé, on assiste à la première rencontre entre l'humanité et le roi des monstres. Sorti en 2016, ce nouveau Godzilla n'est plus l'incarnation de la peur de la bombe atomique, mais d'un désastre nucléaire bien plus récent, la catastrophe de Fukushima survenue après le tsunami du 11 mars 2011. Anno et Higuchi font de Godzilla l'avatar de cet accident industriel majeur, revenant ainsi aux origines du monstre. Charge sans concession contre une administration japonaise sclérosée, le film propose une figure du kaiju aussi terrifiante qu'ambivalente. Le kaiju n'est pas simplement la manifestation d'une catastrophe. Il est aussi ce qui paradoxalement confronte les hommes à leur propre insuffisance, mettant à mal les systèmes établis. Godzilla, par sa destruction, est à la fois mort et renaissance d'un monde qui est contraint de se remettre en question et de se reconfigurer. Isayama, sur son blog personnel, écrivait que Shin Godzilla était pour lui le meilleur film de l'année. Il n'y a rien de surprenant à retrouver des échos de l'œuvre d'Anno et de Higuchi dans son grand terrassement. L'arrivée de l'originel sur le continent n'est pas simplement la reproduction de celle de Godzilla. Elle charrie les mêmes questionnements. La catastrophe est ce qui vient briser la logique d'un monde malade dont Eren est à la fois le symptôme, mais aussi la terrible conclusion. Qu'avez-vous pensé de notre analyse sur le kaiju Eiga ? Cette vidéo vous a-t-elle plu ? Dites-le en commentaire et mettez un pouce bleu, ça fait plaisir.